Resuming debate. Reprise du débat. L'honorable député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur le Président, c'est tout un privilège pour moi que d'être ici aujourd'hui pour discuter de cette motion déposée par les néo-démocrates, une motion extrêmement importante, et ce pour diverses raisons. Tout d'abord, on demande des consultations publiques sur cette transaction entre Nexen et CNOOC, qui est en négociation. On réclame des audiences publiques dans le cas des acquisitions étrangères pour le secteur énergétique au Canada. Et on demande au gouvernement du Canada de clarifier le critère des avantages nets dans la loi sur Investissement Canada avant qu'une décision ne soit prise en ce qui concerne cette transaction. Le Parti libéral appuiera cette motion. Mais revenons en arrière pendant quelques instants pour voir comment nous en sommes arrivés là. Cette proposition d'acquisition fait l'objet de discussions depuis déjà longtemps. Cette proposition fait suite à l'accord sur la potasse qui avait soulevé des préoccupations semblables. Nexen et CNOOC ont respecté les règles en vigueur, même si les deux entités savaient que des changements pouvaient être apportés aux critères des avantages nets prévus dans la loi sur Investissement Canada. En fait, le premier ministre et certains ministres, il y a 2 ans, ont promis qu'un examen en profondeur de la définition d'un avantage net pour le Canada serait entrepris. Ça n'a jamais été fait, alors qu'on savait très bien à l'époque que cette entente et d'autres étaient déjà en cours de négociation. Mon collègue, le député d'Halifax-Ouest, notre porte-parole libéral en matière d'industrie, a déposé une motion au comité de l'industrie il y a près de 9 mois maintenant. Voici ce sur quoi portait la motion. C'était très simple et très direct. Mon collègue a proposé que le comité permanent de l'industrie, de la science et de la technologie entreprenne une étude de la loi sur Investissement Canada et présente un rapport à la Chambre. Et en face, rapport à la Chambre, voilà. Et le comité a, à juste titre, décidé d'entamer une étude, mais nous ne savons pas véritablement ce qui s'est produit au cours de cette étude, puisqu'encore une fois, les délibérations se sont tenues à huis clos, derrière des portes closes. Une petite tactique qu'ont utilisée les conservateurs dans tous les comités pour bloquer l'accès à l'information, et ce, régulièrement. Depuis, Monsieur le Président, plus rien. Le gouvernement a-t-il convoqué à nouveau le comité au cours de l'été pour entamer l'étude? Non. Le comité a-t-il produit une étude comparative de ce que d'autres pays ont fait pour s'attaquer à ce genre de problème? Non. A-t-on mis en relief les grandes questions qui se posaient? Les a-t-on rendues publiques, mis à part les 6 facteurs qui doivent être pris en considération en vertu de l'article 20 de la loi sur Investissement Canada? Absolument pas. Alors, nous y voilà. Les actionnaires et les administrateurs des 2 entreprises ont approuvé la transaction et considèrent que cela sert bien leurs propres intérêts. Ça va. Et c'est ainsi que cela devrait fonctionner sur le libre marché. Mais ici, il est question des intérêts canadiens, pas des intérêts des actionnaires. Ou du moins, pas seulement celui des actionnaires. C'est l'irresponsabilité et l'incompétence du gouvernement conservateur qui nous a amenés jusque-là. L'irresponsabilité et l'incompétence, puisque le test ou le critère des avantages nets n'a pas été clarifié. C'est de l'irresponsabilité et de l'incompétence parce que le premier ministre et les ministres, partout dans le monde, ont essayé de stimuler l'investissement des pays comme la Chine au Canada, sachant très bien que des transactions telles que celle de Nexen ou d'autres qui sont en cours de négociation dans le secteur pétrolier, sachant très bien donc que ces transactions seraient hautement controversées. C'est de l'irresponsabilité et de l'incompétence puisque le gouvernement refuse de répondre aux questions que les libéraux soulèvent depuis des semaines, soit parce qu'ils craignent d'admettre qu'ils n'ont pas les réponses, soit parce qu'ils craignent d'admettre aux Canadiens la vérité. Eh bien, Monsieur le Président, la vérité, c'est que les Canadiens ne sont pas convaincus qu'on tient compte de nos intérêts et qu'on les protège. Les Canadiens s'inquiètent
s'inquiètent grandement de la situation et veulent en apprendre davantage sur cette transaction proposée. Ils veulent connaître quelles seront ses ramifications et ses effets à long terme sur l'un de nos secteurs des ressources naturelles les plus importants. Les conservateurs avaient promis de revoir la notion d'avantage net pour le Canada en ce qui concerne la prise de contrôle par des intérêts étrangers à la suite du rejet de l'offre de Potash Corporation en octobre 2010. En raison de leur inaction, le Canada doit actuellement faire face à une vague de prise de contrôle par des investissements étrangers et les règles n'ont pas été clarifiées. Nous comprenons la nécessité pour le gouvernement de garder une certaine souplesse pour exercer son jugement, étant donné qu'il n'y a pas deux ententes identiques. Mais nous croyons également que la prise de contrôle par des intérêts étrangers doit se faire sous le signe de la transparence. Et les Canadiens devraient être informés sur quelles garanties seront accordées et pourquoi une transaction est considérée comme un avantage net pour les Canadiens. Soyons très clairs, Monsieur le Président. Les libéraux sont en faveur des investissements étrangers. Mais depuis 2006 et depuis 2010 surtout, nous demandons plus de clarté en matière de prise de contrôle par des sociétés étrangères. Le gouvernement est incapable de faire preuve de transparence et de toute évidence, ni de donner l'impression que la procédure ne reposera pas sur des considérations strictement politiques. Pour le bien-être de notre économie et des investissements étrangers à venir, les règles doivent être claires. Comme je l'ai dit, la loi doit avoir une mesure de souplesse parce qu'il n'y a pas deux transactions pareilles. Mais il reste d'importantes questions auxquelles il faut répondre pour que les Canadiens sachent quelles garanties peuvent être données et pourquoi une transaction est jugée être nettement avantageuse pour le Canada. Parce que nous n'avons pas de stratégie nationale de l'énergie, comme le demandait le premier ministre de l'Alberta et comme notre parti le demande depuis 6 ans. De quelle manière est-ce que cette transaction s'inscrit dans notre avenir énergétique, dans notre avenir environnemental? Il ne faut aucun cours que cas après cas se poseront de Keystone au pipeline Northern Gateway, un autre fiasco conservateur d'après Jim Prentice. Et maintenant, cette transaction Nexen. Les conservateurs vont de crise en crise au lieu de définir une stratégie nationale. Ceux qui s'opposeraient à une modification de la loi sur l'investissement dans le Canada. Permettez-moi de répondre à la question du premier ministre lorsqu'il a répondu à la première ministre Redford en disant que elle ne savait pas de quoi elle voulait parler lorsqu'elle parlait d'une stratégie nationale de l'énergie. Eh bien, éclairons la lanterne du premier ministre, expliquons-lui de quoi nous parlons. Il s'agit de miser sur les premiers efforts tentatifs des premiers ministres provinciaux fédéraux canadiens en ce qui concerne la compétence, le plein respect des compétences provinciales. La stratégie doit comprendre les éléments suivants: une réforme de la réglementation, l'efficacité énergétique, l'information énergétique, les marchés, commerce international, un réseau technologique intelligent, la fiabilité électrique, le code du travail et l'efficacité des transports. En outre, il faut faire une analyse complète et transparente des programmes fédéraux et provinciaux, des incitatifs financiers et des incitatifs qui s'appliquent au secteur de l'énergie, y compris les carburants fossiles, le vent, le soleil, l'énergie géothermique, les biocarburants, le nucléaire, etc. Dans ce secteur, quelles devraient être les limites de propriété étrangère? Si une compagnie s'engage à maintenir son siège social au Canada, qu'arrive-t-il si elle ne le fait pas? Et Sinnoc s'engage à conserver les 3 000 emplois de Nexen et l'équipe de gestion actuelle. Qu'arrive-t-il si elle ne le fait pas? De quelle manière est-ce que ces engagements seront exécutoires?
Et quand devons-nous exiger qu'il y ait des Canadiens au conseil d'administration et combien devrait-il y en avoir? Et qu'en est-il des Canadiens sur les conseils d'administration des entreprises étrangères qui ciblent une entreprise canadienne? Lorsqu'il y a des intérêts en matière de sécurité nationale, est-ce qu'il l'emporte sur des autres facteurs? Comment traitons-nous les entreprises qui appartiennent à un État étranger par rapport aux entreprises privées? Et devons-nous tenir compte du bilan du pays d'origine de l'entreprise acquérante sur le plan des droits de la personne? Mais si les Canadiens ont investi dans une entreprise canadienne par l'entremise de leur gouvernement, est-ce qu'ils doivent être compensés? Est-ce que les limites de propriété étrangère dans une entreprise ou un secteur devraient être imposées? Si une entreprise a reçu une aide publique d'une manière ou d'une autre, comment devons-nous considérer cet investissement du point de vue des Canadiens? Est-ce qu'il faut compenser les contribuables? Devons-nous demander que l'on rembourse une partie de l'investissement des contribuables? Et voici une autre question que soulève cette transaction et qui aurait dû être examinée en comité il y a des mois, voire des années. Est-ce que les limites de la propriété étrangère par entreprise ou secteur devraient être imposées? Certains disent qu'au Canada, les 2/3 de la production des sables pétrolifères appartiennent déjà à des entreprises étrangères lorsque l'on regarde la liste des actionnaires. Est-ce que cela doit être pris en considération? Est-ce qu'on doit permettre que cela continue? Est-ce que les 2/3, c'est trop, juste assez, trop peu? Ces questions n'ont pas été examinées et confrontées aux faits au comité de l'industrie. Une autre question que se posent les Canadiens au sujet de cette transaction, est-ce que les Canadiens peuvent investir dans le pays d'origine de l'acheteur? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que nous devrions demander? Quel levier devrions-nous utiliser? Certains ont dit que le Canada devrait exiger un meilleur accès au secteur des services financiers en Chine afin que les banques canadiennes puissent étendre leurs activités sur cet immense marché. Est-ce que la nouvelle entreprise respectera les normes du Canada en matière de travail et d'environnement? Quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour renforcer les engagements communautaires et sociaux? Il est clair que cette question d'exécution des engagements est importante. Il est important de maintenir notre expertise dans nos secteurs de métier, de gestion. Ces questions sont importantes si le Canada veut faire concurrence sur les marchés mondiaux. Et malgré les assurances que donne le gouvernement, nous nous trouvons dans une situation où il s'exerce la pression sur le pays, sur le premier ministre, sur les ministres, parce qu'ils sont allés partout dans le monde. Ils ont dit, nous sommes prêts nous sommes ouverts au commerce, tout est à vendre au plus offrant. Et maintenant, tout se déroule en secret, au cabinet. Les choses ne se passent pas comme elle le devrait en vertu de la loi. Donc, en terminant, voici ce que je propose, que tous les partis approuvent cette motion pour que le comité de l'industrie examine cette question afin que nous puissions tous
apprendre et établir des règles claires pour les investissements étrangers. L'honorable député de Charlesbourg, Haute-Saint-Charles. Merci, M. le Président. On sait que les Canadiens demandent plus de transparence dans ce dossier. On sait qu'il est écrit aussi nulle part dans la loi qu'un processus légal exclut les consultations publiques. Est-ce que le député pourrait nous dire s'il ne serait pas plus pertinent, politiquement gagnant, de tenir ces fameuses consultations publiques? Honourable member for Ottawa South. Merci, Monsieur le Président. Je dirais à ma collègue dans le nouveau Parti démocratique ceci. L'institution qui s'appelle la Chambre des communes dépense presque 500 millions de dollars par année. 500 millions de dollars. Le travail, selon moi, qui doit être effectué dans ce cas, devrait avoir lieu dans le comité de l'industrie. Nous avons déjà investi dans le comité, les membres, le personnel, tout est là. Et la question d'amener les points de vue au niveau de la société canadienne, c'est facilement fait au comité. Au lieu d'aller tenir des consultations à l'extérieur de la Chambre, on peut facilement amener le monde ici, procéder par ordinateur, amener les gens par l'Internet, par exemple, sauver de l'argent pour les contribuables canadiens et faire le boulot nécessaire. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for L'honorable député de Cape Breton Council. Merci, Monsieur le Président. J'ai beaucoup apprécié les propos de mon collègue sur cette question. Et je pense qu'il a soulevé un certain nombre de questions importantes. J'aimerais m'attarder à une de ces questions, c'est-à-dire quel est l'avantage des entreprises canadiennes. Si cette transaction est approuvée, qu'en retireront les entreprises canadiennes? Il a mentionné notre secteur bancaire. Le secteur bancaire pourrait bénéficier d'une augmentation du commerce avec la Chine. Jeffrey Simpson soulève la question de la réciprocité. Il a dit pour bien juger cette transaction, il faudrait voir ce qui arriverait si une entreprise canadienne essayait d'acheter une telle entreprise en Chine. Est-ce que ce serait approuvé? Et je pense que la réponse est assez claire. Jamais. Il faut qu'il y ait un avantage pour les entreprises canadiennes. Est-ce que mon collègue est d'accord avec moi? Et quels seraient les secteurs qui pourraient bénéficier d'un élargissement des échanges avec la Chine? Merci, Monsieur le Président. Merci à mon collègue pour cette question. Il n'y a fait aucun doute que les règles du jeu ne sont pas égales et que la réciprocité avec la Chine n'existe pas. Mais cela étant dit, je pense que la Chine est un État en pleine transition. La Chine a fait des progrès spectaculaires au cours des 2 dernières années et continue à avancer. Et ils ont de 400-500 millions de personnes qui vivent avec environ 8 $ par jour. Donc, elle fait face à des difficultés internes. Mais cela étant dit, je pense qu'il y a de bonnes possibilités de négociation entre le Canada et la Chine, mais je ne vais pas cibler uniquement la Chine comme mon collègue non plus. Je pense qu'il y a d'autres pays qui vont vouloir accès à nos ressources naturelles et à notre eau aussi. Nous devons nous assurer que de telles transactions sont avantageuses pour les Canadiens, les entreprises canadiennes, mais aussi pour l'emploi
il faut rester vigilant, nous assurer que les emplois restent ici. Il y a assez d'emplois qui sont transférés du Canada à l'Asie du Sud-Est. Donc, il y a le secteur bancaire, le secteur manufacturier, il y a aussi le secteur du tourisme qui pourrait bénéficier. C'est exactement ce que nous devrions examiner en détail en comité. L'honorable député de La Salle-et-Marne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le confrère d'Ottawa-Sud pour son excellent discours. Je dois dire qu'il soulève en effet beaucoup de questions. Ma question maintenant pour mon collègue, c'est que en fait, la loi sur Investissement Canada, la loi qu'on connaît et qui a été changée quelque peu, mais sans vraiment apporter de changement majeur, est là depuis 1985. Pourrait-il m'expliquer pourquoi, sous le gouvernement libéral, il n'y a pas eu justement l'instauration d'audiences publiques pour améliorer cette loi qui semble avoir de sérieuses lacunes? The honourable member for Ottawa South. Monsieur le Président, on pourrait passer notre temps à examiner ce qui s'est passé il y a 15, 20, 30 ou 40 ans. Au lieu, je préfère d'adresser la question immédiate devant nous. Comment faire du progrès pour les Canadiens et les Canadiennes dans ce domaine? Où allons-nous comme pays, par exemple, dans le secteur énergétique, grosso modo, partout au Canada? C'est pourquoi j'ai soulevé pendant mon discours la nécessité de créer une stratégie nationale pour l'énergie qui toucherait en même temps une vraie stratégie nationale pour le changement climatique, parce que les deux sont extrêmement liés. C'est impossible de les déconnecter. Donc, pour moi, la grande question, la vraie question, c'est de ne pas regarder par l'arrière, c'est de regarder en avant. Comment allons-nous procéder comme parlementaires pour améliorer la situation au Canada? Questions et commentaires? Questions and comments? The honourable member. L'honorable député de Saanich, Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Je félicite mon collègue d'Ottawa-Sud pour une explication très réfléchie. Je suis surprise que personne n'ait cité le PDG de CEDA pour que nous sachions quel genre de personnes vont reprendre Nexen. Le 29 août, il aurait dit au sujet des ressources énergétiques à l'étranger, il a dit le territoire national est une arme stratégique. Je sais que le SCRS s'inquiète de questions de sécurité nationale, mais celles-ci ne sont pas troublées le Premier ministre. Et j'aimerais souligner encore une fois que si le traité d'investissement Canada-Chine est signé, cela répondra aux réponses du député d'Ottawa-Sud, puisqu'il ne sera pas nécessaire que les gens du pays où l'agence d'investissement ne sera pas tenu de nommer des Canadiens au conseil d'administration. J'aimerais savoir ce qu'en pense le député d'Ottawa-Sud. Eh bien, Monsieur le Président, je remercie ma collègue. Ce n'est pas surprenant que le gouvernement agissent de manière sournoise. Ce sont des changements importants. Ce sont des propositions risquées que nous n'avons pas eu l'occasion d'équiter et d'examiner non seulement ici, mais en comité. On n'a pas consulté les Canadiens. Je ne sais pas si les grands secteurs industriels ont été consultés. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas si d'autres groupes de la société canadienne ont été consultés sur le bien-fondé de ce traité. Je pense que c'est une façon détournée d'agir qui est un manque de respect envers le Parlement et envers les Canadiens sous prétexte d'encourager le commerce et de courir le monde pour dire que nos portes sont ouvertes. En fait, cela mine la position de négociation du Canada auprès de pays comme la Chine. Et ce que ma collègue vient de citer, c'est exactement ce que nous devrions examiner en comité. Et nous devrions demander au PDG de comparaître devant le comité afin que nous comprenions mieux ce que sont les enjeux. Mais il y aura d'autres
transactions et il faut établir les critères de manière claire, sans quoi nous irons d'une crise à l'autre. Il y a de nombreuses transactions imminentes dans le secteur pétrolier et les entreprises attendent de voir ce qui va se décider dans ce cas.